Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de 13h sur l'ORTM. La Société malienne de gestion de l'eau potable Somagep SA et celle du patrimoine de l'eau potable Somapep sont à pied d'œuvre pour permettre au plus grand nombre de Maliens d'avoir accès à une eau potable et à moindre coût. La problématique de l'eau potable est devenue un défi majeur que ces entreprises entendent relever en vue de soulager nos populations, nous informe Daouda Sidiki Diarra. Avec la démographie galopante, l'accès à l'eau potable demeure une préoccupation chez la population. C'est pourquoi ce secteur a été doté d'un cadre institutionnel permettant d'améliorer ses performances, notamment en milieu urbain. La Somagep et la Somapep, qui sont les fruits de la réforme initiée par le gouvernement du Mali, des secteurs de l'électricité et de l'eau potable, continueront de bénéficier de notre accompagnement sans faille. L'importance du service public de l'eau potable n'est plus à démontrer dans le développement socio-économique de notre pays. Les défis sont grands et les besoins croissants. La Somagep et la Somapep se disent prêtes à les relever ensemble malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Dans les 3 régions du septentrion occupées par les groupes armés, la société n'a plus un contrôle total sur la gestion. Le second défi, Monsieur le ministre, n'est pas nouveau. Nous le connaissons toutes les années, mais à des degrés divers. Il s'agit du déficit de production pendant la période de pointe, de la tension de trésorerie, due en grande partie à 2 facteurs majeurs. Les factures impayées de l'administration, les investissements qui ont été consentis par la Somagep SA. Pour pallier les déficits de production, la Somagep, avec le concours financier de l'État, a lancé une opération de distribution gratuite d'eau potable aux populations des quartiers défavorisés de Bamako et de Sikasso. La réalisation des projets de construction des stations compactes de Missabougou, de Kalabankuru et de Kabala permettra d'accroître les capacités de production et de distribution d'eau de la Somagep. Notre association en Sardine n'a pas les mêmes objectifs que celle du nord du pays. Déclaration des responsables du mouvement en Sardine, du leader religieux Ousmane Chérif Haïdara. Ils étaient face à la presse hier pour lever l'équivoque par rapport à la diffusion sur certains médias étrangers d'un reportage sur la fusion des 2 mouvements rebelles en Sardine et MNLA qui occupent les régions du nord du Mali. À l'arrière-plan du reportage, des images des responsables du mouvement du leader religieux. Les explications de Nando Dambili. Cette conférence de presse a toute son importance pour les organisateurs et pour cause. La référence à cette dénomination par le sieur Agali relève d'une mauvaise foi notoire de sa part et de celle de ses complices se trouvant ici à Bamako même, qui n'ont d'autre objectif que de nuire à l'association en Sardine, la seule légalement créée au Mali, en vertu d'un récépissé délivré à son profit par les autorités compétentes du pays, et ce, depuis une vingtaine d'années pour soutenir les idées et les valeurs de l'islam authentique soutenues par Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. Pour les conférenciers, Amsardine, association nationale, est bel et bien différente de ce qu'ils appellent Amsar Shaitan, dirigé par Yad Agagali, d'où cet appel. Il est temps que les uns et les autres se ressaisissent. La fusion entre le MNLA et le Ansar Shaitan, qui se dit Ansar Din, donne un signal fort à la classe politique. Ces gens qui n'ont même pas les mêmes objectifs, ni religieux, ni politiques, ont accepté d'être ensemble. Vraiment, il est grand temps qu'on laisse les querelles politiques, les intérêts égoïstes, individuels, qu'on regarde le Mali. La conférence s'est achevée par une prière en faveur du retour rapide de la paix et de la quiétude au Mali. En 4e région, rencontre interfédération régionale des associations de personnes handicapées à Ségou. La rencontre devra retenir un plan d'action pour dynamiser et promouvoir les échanges d'expériences et la concertation entre les organisations de personnes handicapées des régions de Sikasso, Koulikoro, Tombouctou, Ségou et du district de Bamako. De Ségou, la correspondance de Fousséni Samaki.
Cette rencontre entre les responsables des fédérations régionales des associations de personnes handicapées des régions de Sikasso, Koulikoro, Tombouctou, Ségou et le district de Bamako s'inscrit dans le cadre d'échanges entre les organisations des personnes handicapées. En plus d'échanges d'expériences et la concertation entre les fédérations, la rencontre de Ségou vise une voie commune, concertée et influente sur le plan des stratégies de développement local et national des personnes handicapées. Nous allons partager nos problèmes, nos difficultés, essayer de trouver les solutions idoines ici à Ségou. Et le message sera lancé dans tout le Mali. Et je pense que nous trouverons les solutions avec la foi, malgré les difficultés que le Mali traverse aujourd'hui. Il y a les gens de Tombouctou qui sont là pour se battre pour la cause des personnes handicapées. Donc c'est une occasion très importante pour nous parce que c'est dans le cadre d'échanges d'expériences et d'idées entre nos différentes fédérations. Donc elle permet vraiment de nous mettre choses au diapason. Pour les partenaires Handicap International, ce voyage d'échange favorisera la participation des personnes handicapées aux différentes concertations de leur localité en tenant compte de la dimension handicap. Donc cette initiative est née de la rencontre des organisations de personnes handicapées à la célébration de la journée du 3 décembre à Sikasso pour permettre à nos partenaires, notamment les organisations de personnes handicapées, de pouvoir se rencontrer, d'échanger sur les difficultés, de développer des stratégies et de pouvoir parler d'une voie commune, de pouvoir faire un plaidoyer par rapport à la promotion de leurs droits. Durant cette semaine, les acteurs du droit des personnes handicapées entendent renforcer le partenariat entre la Fédération des personnes handicapées et les décideurs pour l'amélioration du cadre de vie et l'insertion socio-culturelle des personnes handicapées qui représentent 15% de la population mondiale. La commune rurale de Nchiba, dans le cercle de Kati, dispose désormais d'une caisse de microfinance. C'est pour appuyer la population dans ses activités génératrices de revenus. La cérémonie d'inauguration de l'infrastructure a mobilisé une foule nombreuse. Le reportage est de Tiemoko Konaté. L'octroi de crédit, l'épargne, le transfert d'argent, la microassurance, voilà autant de services de proximité qu'offre l'institution de microfinance Nietasso de la commune rurale de Nchiba. Il s'agit d'appuyer la population, notamment la gente féminine, à mieux exercer les activités génératrices de revenus. La création de cette caisse se situe dans la logique de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. 1500 femmes des 18 villages formés sur le petit commerce et organisés autour de microfinance ont mobilisé 4 500 000 francs CFA comme frais d'adhésion, 3 000 francs par sociétaire. Actuellement, elle dispose d'un fonds de roulement de 37 millions de francs CFA, soit un montant moyen de près de 25 000 francs CFA par femme sociétaire, ce qui reste très insuffisant par rapport à leurs besoins en prêt et leurs compétences actuelles en gestion de petits commerces. Cette infrastructure fait suite à d'autres réalisations des partenaires dans les domaines de la santé et de l'éducation. Des réalisations comme la construction et l'équipement des centres de santé et d'alphabétisation des femmes. Pour l'atteinte des objectifs assignés à la caisse, les autorités prodiguent des conseils. La cérémonie d'inauguration qui a mobilisé une foule de grands jours a été marquée par des manifestations folkloriques. Parlons à présent sport football en championnat national de Ligue 1. 20e journée, le Sigui de Caille a créé la surprise en battant en déplacement l'ESCO 2-0 après 11 matchs sans victoire. Le 12e a été le bon pour le Sigui de Caille. Par ailleurs, le match au sommet de la journée a vu la victoire du COB 3-2 sur le stade malien de Bamako. Une défaite entraînant le limogeage de l'entraîneur du stade malien de Bamako, Abdul Karim Razak. Le résumé des deux rencontres jouées au stade omnisport Modibo Keita avec Al-Jumatina. Revoilà le championnat national de Ligue 1 après un mois d'interruption, compte tenu de la situation qui traverse notre pays. Une bouffée d'oxygène donc pour les amateurs qui ont revêtu leur tunique de supporters, surtout lors de la rencontre vedette Stade Malien de Bamako, Club Olympique de Bamako. Comme prévu, l'affiche était loin d'être ennuyante. Sadis et Olympiens, aux portes du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, ont démontré toute la plénitude de leur talent. D'abord, ce sont les Blancs de Bamako qui annoncent les couleurs. En l'espace de 20 minutes, ils trouvent 2 fois le fond des filets. Suleiman Dambélé, 13e minute, et Oumar Kida, 20e, avaient cru faire l'essentiel pour la formation des Sotuba. Mais le clubus n'avait nullement démissionné. À la 26e minute,
Mahamadou Kébé s'effraie dans la zone de vérité du stade le chemin des buts et réduit le score avant la mi-temps, en deuxième période. Les Blancs vont pêcher physiquement. Le Sobé en profite avec beaucoup de réalisme. Adama Traoré, à la 73e minute, en tandem avec Djibril S. Traoré, crucifie le portier Sadis qui repousse les tirs. Mamadi Sidibé, idéalement placé, arrache du coup l'égalisation. Dès lors, les Verts du Sobé investissent le camp de leur adversaire. Le SAD finira par céder à 10 minutes de la fin. Sidi M. Keita prend le dessus sur la défense des Blancs et offre un caviar à Bassouma Sangaré qui n'en demandait pas mieux. Ainsi, la messe est dite pour le SAD qui va même jouer en infériorité numérique dans les arrêts de jeu après l'expulsion de Oumar Koné pour jeu dangereux. Une performance du club olympique qui poursuit sa remontée fulgurante dans le classement en s'installant à la 7e place avec 30 points. En revanche, un revers de trop pour le stade qui limoge immédiatement non seulement son technicien ghanéen Abdul Karim Razak, mais aussi s'éloigne davantage du leader, le Djoliba Athletic Club, de 7 points. Suivra quelques minutes après l'empoignade entre l'ESCO en orange et le Sigui de Caille qui n'avait pas la faveur des pronostics. Ainsi, tout laissait à croire que l'équipe de Korofina s'en sortira victorieuse. Mais c'est le contraire qui va se produire, puisque la formation du Sigui s'est montrée intraitable dans tous les compartiments du jeu. L'association sportive de Korofina, pourtant adepte du beau jeu, tergiverse au profit du Sigui décidé à ramener les 3 points. Chose que les Caïsiens réussiront finalement, après une première période sans but, en dépit de plusieurs occasions gaspillées. Lors de la reprise, les efforts des jaunes et verts seront couronnés de succès, quand Justice Kelechi sur penalty ouvre le score à la 57e minute. Mais le plus beau est à venir pour la formation caïsienne et son double buteur du jour, Justice Kelechi. Il fait parler de son aisance technique avant de battre Ibrahim Bozo. Score final 2-0 pour le Sigui qui crée ainsi la sensation de la 20e journée. En s'inclinant, l'ESCO 30e point perd sa 5e place au profit de la GIA. Et que dire du Sigui qui s'était plus imposé depuis la 8e journée contre l'AS Police. Voilà, belle victoire du Sigui de Caille et du COB. Nous vous proposons de revoir la chronique santé d'hier lundi. Tchessira Dambélé nous emmène à la découverte du programme Schisto. Il s'agit du programme de lutte contre la bilharziose, une des grandes activités de recherche de l'Institut national de recherche en santé publique. Avec 200 millions de personnes infectées en Afrique et plus de 600 millions de personnes à risque, la bilharziose est l'une des maladies parasitaires les plus répandues après le paludisme. Suivant. De son nom scientifique schistosomiase, la bilharziose est bien connue au Mali. Avec le sang dans les urines comme signe principal, la bilharziose est un problème de santé publique avec plus de 2,5 millions de personnes infectées au Mali. Si la forme urinaire de cette maladie parasitaire est plus présente que sa forme intestinale au Mali, elle est un danger même pour les enfants de 1 à 5 ans dans les zones endémiques selon des études. Mais elle est aussi l'objet de recherches scientifiques au Mali depuis 1984, ce qui a permis au programme Schisto du service de parasitologie de l'INRSP d'obtenir des résultats déterminants pour la prévention et la prise en charge de la maladie. On a pu faire une première cartographie qui a montré que cette maladie est répandue sur l'ensemble du pays et que pratiquement un quart de la population est infectée de cette maladie. Mais si on vient au niveau spécifique, c'est pratiquement plus de 50% des enfants d'âge scolaire. Donc on a pu quand même montrer que même dans les zones endémiques, plus de 50% des enfants d'âge scolaire sont infectés. Avec nos études, on a pu établir les principales zones aussi endémiques. C'est les zones le long des fleuves, Niger et Sénégal. C'est les zones des barrages, c'est les zones d'irrigation. Et aussi même les nouvelles zones de développement hydro-agricole. En un mot, c'est les régions de Bamako, le district de Bamako, la région de Koulikoro, la région de Ségou, la région de Caille, la région de Mopti qui sont comptées comme les zones les plus endémiques.
Ce sont des équipes de chercheurs de l'INRSP qui se rendent régulièrement sur le terrain pour collecter des informations sur la maladie. Elles auront par exemple permis de savoir en 2006 quelle perception les populations ont de la bilharziose. L'étude a montré que la bilharziose n'est pas perçue comme une maladie. C'est-à-dire le fait d'uriner du sang n'est pas en soi une maladie. Donc, si la population pense que la bilharziose n'est pas une maladie, donc au cours des traitements de masse, la population ne va pas participer. Une autre étude qui date de 2009 à Baguinda. À Baguinda, on montrait que la population pense encore que la bilharziose n'est pas une maladie. La preuve en est qu'on ne fait rien pour traiter en cas de bilharziose. La bilharziose est pourtant une maladie grave qui peut conduire à des complications irréversibles quand elle n'est pas bien traitée. Cancer de la vessie, insuffisance rénale, infertilité masculine, entre autres. Dans ses recherches, l'INRSP fait des prélèvements de sel et d'urine sur le terrain et les échographies faites au niveau communautaire ont permis de voir l'ampleur de la maladie. On a découvert d'abord au niveau de la vessie chez les enfants des petites boules au niveau de la paroi vésicale qu'on appelle les bilharziomes, les polypes, les masses. Donc tout ce que vous imaginez, c'est des petites formations tumorales qu'on découvre au niveau de la paroi de la vessie chez les enfants. Et généralement, quand on demande à ces enfants ou qu'on recueille leur urine, on trouve qu'ils pissent du sang. Ce sang-là est causé par le parasite qu'on appelle la bilharziose. Donc quand on fait l'échographie au niveau de la vessie, on voit ces boules-là dans la lumière de la vessie. Dans certains cas, on voit que la paroi est irrégulière ou bien carrément épaissie, inflammatoire. Et dans les phases ultimes, on voit que la vessie aussi est calcifiée. Maintenant, au niveau des reins, et puisque c'est là-bas que l'urine est produite pour descendre dans la vessie, il se trouve que ce tuyau-là peut être bouché et que le rein est dilaté. On a pu montrer que la bilharziose est conséquence des lésions au niveau de la vessie parce que le parasite vit là-bas. Les yeux sont localisés au niveau de ces tissus. À la longue, ces complications au niveau vésical peuvent entraîner ce qu'on appelle le cancer de la vessie. Il y a aussi d'autres complications au niveau rénal. Donc à la longue aussi, ça va entraîner les insuffisances rénales. Il y a aussi les complications au niveau génital, qui à la longue aussi peuvent entraîner aussi la stérilité qu'on connaît au niveau de la population. On a pu démontrer à travers les recherches pour la première fois à l'INRSP qu'un enfant qui est infecté de bilharziose, ça peut avoir des conséquences sur sa performance scolaire. Grâce aux recherches de l'INRSP, le Mali a été le premier pays africain à tester et à prouver l'efficacité du praziquantel dans le traitement de la bilharziose et d'autres maladies parasitaires. Aujourd'hui, l'INRSP et ses partenaires cherchent à développer un test de diagnostic approprié pour la prise en charge des syndromes digestifs. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 13h. Mais avant, n'oublions pas d'être de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord qui vivent actuellement sous occupation. Nous pensons à vous. Merci.